Ensemble, je voulais qu'on revienne quand même sur le bilan du voyage du chancelier allemand Friedrich Merz en Chine. Thomas Grébin, je me tourne vers vous, spécialiste de la macroéconomie internationale. Qu'est-ce que vous retirez de ce voyage ? C'est un voyage mitigé parce que je pense qu'il a quand même été très tiraillé entre des intérêts qui sont de plus en plus divergents entre, d'une part, les grands groupes industriels allemands, et en fait c'est une poignée de grands groupes, notamment dans l'industrie automobile, qui ont beaucoup investi en Chine et maintenant qui font un revirement de leur stratégie, c'est-à-dire qu'ils veulent produire en Chine pour exporter vers le reste du monde. Donc on parlait de la création de richesses en Europe tout à l'heure. Là, il y a quand même un enjeu qui est majeur, c'est dans quelle mesure on va maintenir cette création de richesses en Allemagne et dans quelle mesure la complémentarité qui existait jusqu'à là entre les petites et moyennes entreprises allemandes, qui étaient en gros les sous-traitants des grands groupes, et ces grands groupes va perdurer. Si à partir du moment où ces grands groupes produisent directement en Chine et que ça sert de base arrière pour réexporter vers le reste du monde, il y a vraiment un enjeu majeur pour l'Europe. Et donc je pense que ce voyage, il a été marqué par le fait que le chancelier Merz ne savait pas très bien se positionner entre ces grands groupes ou les accords qui ont pu être annoncés et le fait que ça tiraillait notamment par certaines fédérations en interne et que là ça devient très compliqué d'un point de vue politique et industriel. Et on voyait que même par exemple on parlait du taux de change tout à l'heure, il a évoqué explicitement le problème de la sous-évaluation du yuan, ce que le chancelier n'avait jamais fait auparavant. Donc il y a quand même une prise de conscience qu'il y a un problème systémique avec la Chine et que le fait de faire le dos rond comme on a fait nous, Européens, pendant longtemps, il y a un moment, ça ne permettra pas de laisser survivre l'industrie européenne. Et donc votre proposition, c'est 30% de barrières tarifaires pour mettre fin à cette vague chinoise. On va y revenir dans 2 minutes, mais simplement, je termine mon tour de table. Philippe, ce voyage de Friedrich Merz. D'abord, ça illustre le fait que l'Europe est toujours divisée face à la Chine. Donc les intérêts allemands ne sont pas du tout les mêmes que les intérêts français ou d'autres pays de l'Europe. Simplement, l'Allemagne est en train de revenir de son illusion, elle aussi, mais elle a été dans l'illusion un peu plus longtemps que nous, on va dire. Donc là, jusqu'à l'année dernière, elle pouvait considérer qu'elle était dans un rapport commercial ou gagnant-gagnant. Oui. C'est plus le cas. Il y a comme un réveil européen là, c'est avec la préférence européenne notamment, voilà, et donc, comme Thomas semble faire consensus désormais. De l'expliquer, ça se voit avec une évolution de la position du chancelier allemand. Moi, je voudrais compléter en proposant à tous nos téléspectateurs de regarder un petit documentaire sur YouTube. C'est fait par l'acronyme, c'est GDIY, Génération Do It Yourself. Voilà. C'est un documentaire sur comment la Chine est devenue imbattable. C'est une petite heure. Donc, c'est cette agence qui s'appelle le GDIY qui s'est filmée en train de prendre son choc émotionnel face à la puissance de la Chine. Donc, ils sont allés en Chine en se disant « Oui, bon, d'accord, on sait, c'est l'usine du monde, avec ses fragilités, etc. » Et vous ressortez de ce documentaire, mais qui est vraiment très bien fait en plus, amusant, on ne s'ennuie pas du tout, on découvre des choses incroyables. Et ils se prennent ce choc de puissance, en fait, et de confiance. Comme le disait Anthony tout à l'heure, alors ce n'est pas 4 fois plus, c'est 2 fois plus. Les Chinois travaillent 70 heures par semaine. Et il n'y a pas moyen de les faire travailler moins. Parce qu'ils sont poussés par ce moteur qui s'appelle la fierté. Ils sont fiers d'avoir réussi à trouver leur place dans le concert des nations, et une première place, pas tout à fait première encore, mais en 2049, la fameuse ambition du leader chinois, pour l'anniversaire de la création de la République populaire de Chine, ils seront les premiers dans le monde. Ils sont déjà à 30% de la production industrielle, peut-être même plus, 35, je ne sais plus. Ils sont en 30 et 40, ils visent 40% bientôt en tout cas. Et même plus, je crois qu'ils visent 50 en 2050. Donc ils sont dans une logique conquérante. Mais en même temps, pas forcément agressive. Pour eux, c'est naturel. Et on ne se défend pas bien, mais c'est pas grave. Et de toute façon, on a, je dirais, ce qu'on mérite. Et on ne regarde jamais ici en Europe, et particulièrement en France, ce qui se passe autour de nous. Ce que montre bien ce reportage, c'est 2 choses. C'est l'agilité industrielle. Vous créez une machine-outil en 1 mois. En 1 mois, une machine qui n'existe pas, pour produire une pièce spécifique. Vous avez 3 ou 4 PME qui sont capables de la proposer en 1 mois. Nous, il nous faudrait 6 mois, 1 an. Et un nouveau produit, 48 heures.
48 heures, vous avez le prototype sur la table et l'usine qui est prête à le produire. Donc, agilité industrielle et puis techno. Donc, quand on voit les performances des technologies chinoises, notamment dans les batteries, dans les véhicules électriques, qui nous dépassent dorénavant. Mais dans les robots humanoïdes et dans des centaines et des centaines de technos. Oui. C'est hyper impressionnant. Les vidéos sur les robots humanoïdes qui circulent sur les réseaux sociaux en Chine sont dingues. C'est dingue. Absolument dingue. C'est dingue. Voilà. Et c'est ça qu'on a face à nous. C'est ce pays-là qu'on a. Bon. C'est que la Chine, c'est pas une usine à bas coût, c'est aujourd'hui la première puissance d'innovation industrielle du monde. C'est ce que dit Philippe, mais il faut en avoir conscience. On a le sentiment que c'est juste une histoire de différentiel de coût, mais pas que. Aujourd'hui, sur la frontière technologique, c'est eux qui font les nouveaux produits, les nouveaux standards. C'est ça la vérité. Donc c'est clair qu'on est aujourd'hui très menacé. Et sur le chancelier Merz, il est très clair que l'Allemagne faisait un peu son équilibre. En 2019, ils n'avaient quasiment pas de déficit vis-à-vis de la Chine, et puis ils tiraient des revenus très importants. Les revenus primaires, c'est de l'ordre de 30 milliards qui arrivent à rapatrier depuis la Chine. Aujourd'hui, c'est sûr qu'ils ont plus de 80 milliards d'euros de déficit sur les biens. Ils retirent toujours 30 milliards d'euros de revenus primaires, mais donc on est clairement passé en négatif. Donc l'Allemagne se réveille, mais la problématique, c'est que tant que les paramètres de l'équation en Europe ne changent pas, on ne peut pas attendre grand-chose. Enfin, honnêtement, on est dans un tel différentiel. Mais ce n'est pas que de compétitivité ou de coût, c'est même de dynamique sur l'innovation, sur l'éducation surtout. On est dépassé. Donc là, il faut quand même un sursaut très sérieux. C'est pas faut prendre conscience de l'ampleur de ce qui nous attend si on ne fait rien. Et c'est là où je trouve qu'on est toujours très timide en Europe. On ne se rend pas bien compte de quand même le sentier sur lequel on est installé. Sincèrement, il n'est pas joli à voir si on tire le trait pendant encore 10 ans. Vous avez commis un rapport avec d'autres camarades économistes pour le Haut Commissariat au Plan sur cette menace chinoise, sur le rouleau compresseur chinois. Votre proposition, qui fait beaucoup parler dans le débat économique actuel, Thomas Grébin, c'est 30% de barrières tarifaires. Est-ce que ça suffit à nous protéger de cette avance technologique à bas coût des produits chinois ? Non, évidemment, ça ne suffit pas. Mais nous, ce qu'on a documenté, c'est qu'aujourd'hui, il y a 50% de la production manufacturière européenne qui est en danger. C'est 70% de la production allemande qui est en danger, qui est menacée à moyen terme. Donc c'est pour ça que nous... C'est vraiment une menace existentielle. C'est une menace existentielle sur ce qui fait notre richesse, notre création de valeur depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est tous nos secteurs phares, l'automobile, la pharmacie, la machine-outil, qui sont aujourd'hui menacés. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que si on a des instruments qui sont trop spécifiques, trop sectoriels, en fait, ça ne répond pas aux problèmes de compétitivité majeurs que rencontre aujourd'hui l'Europe. Quand on parle de 70% de la production manufacturière allemande, c'est très difficile d'avoir une réponse trop parcellaire. Donc, c'est véritablement, il faut envisager des instruments macro. C'est pour ça qu'on parle soit du taux de change, soit des droits de douane, soit du taux de change. Soit d'une dévaluation de 20% de l'euro. Donc, ça, c'est des instruments macro. Mais évidemment, ça ne suffit pas parce que ça permet de limiter la vague, mais ce n'est pas ça qui va faire qu'on sera plus innovant demain. Donc, il faut à la fois une forme de protection, et je pense que cette protection, elle doit être forte, parce que sinon notre industrie va se faire emporter, mais il faut parallèlement une stratégie d'innovation, de productivité qui est beaucoup, beaucoup plus agressive. Mais il faut les deux. Philippe Métrissi. Moi, ce rapport, franchement, il est excellent. Il est au niveau du diagnostic, on partage complètement la gravité de la situation. La seule mesure qui me gêne, moi, à l'intérieur dans ce rapport, c'est pas du tout l'histoire d'échange aussi, c'est complètement d'accord là-dessus, c'est l'histoire du tarif universel à 30%. Alors, pour 3 raisons. Première raison, il y a un peu de principe de théorie du libre-échange, je veux quand même le rappeler. Il se trouve qu'on a le résultat de l'impact sur l'économie américaine des premiers tarifs de Trump 2016-2020. Oui. Et ils sont pas bons. C'est-à-dire que les tarifs qui avaient été pris à l'époque pour protéger l'industrie américaine, en fait, ça s'est traduit par de la destruction d'emplois industriels. Oui. Alors, pourquoi ? C'est très simple. Pour l'idée du tarif, c'est de dire on va privilégier la production nationale et en mettant des tarifs sur l'extérieur. Mais la production nationale dans l'industrie, c'est long à arriver. Oui. Et donc, ça met du temps. Et à l'inverse, en aval des tarifs, vous avez des secteurs dont les coûts de production vont augmenter puisque l'acier va être acheté plus cher. Et donc voilà, ça a un effet négatif. Les deux autres choses très rapidement. Très rapidement alors, c'est un dernier mois. C'est 30%, pourquoi 30 ? C'est trop dans certains secteurs et pas assez dans d'autres. Et puis troisième point, on a plutôt intérêt à rester dans l'OMC. Les 30%, c'est plutôt une méthode Trump. On a plutôt intérêt à ce que la Chine reste
dans des pratiques de commerce international régulières. Encore, comme le rappelait Emmanuel Combe et Lionel Fontanier sur ce plateau il y a quelques jours. Anthony, un mot de la fin, rapidement. En quelques secondes, le diagnostic, je crois qu'il est partagé, il est très bien fait, c'est nécessaire d'en prendre conscience. Moi, ce dont j'ai très peur, c'est que quand on parle d'outils de protection, je crains que ça nous empêche de faire les efforts internes que l'on doit fournir. C'est-à-dire le sujet, il est aussi européen et on doit faire des efforts sur notre propre compétitivité interne. Et là, je sens qu'on n'avance pas du tout. Il y a plein de choses que l'on peut faire quand on parle de simplifier. Et en France, on est bien placé pour le savoir sur la surtaxe à tous les niveaux. Si là, on n'agit pas, il ne se passera rien de positif. Vous compensez pas 40% d'écart de coût, même en simplifiant, quoi. Bon, mais il faut faire les efforts. Ce sera le mot de la fin. Merci.